Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Donc, on va un peu parcourir le résumé de ce que nous avons fait. Nous sommes allés sur la base d'une application. On a dit qu'on devait concevoir un SaaS. Donc, je vais aller dans Freeform et puis sortir les explications. Là, on va Mhm. voir si on a respecté les choses step by step. Voilà. Je crois que c'est ça qui est le dernier. Ou non, non, c'est ceci. Non, c'est pas ça. J'avais même fait ça. Oh. Euh, voilà, voici ça. Donc, j'avais fait l'erreur de ne pas renommer. Ok. Nous voulons concevoir un SaaS. Un SaaS, donc Software and the Services. Le truc, c'est quoi? Lorsque le tenant, donc lorsque un utilisateur fait la requête au niveau de notre projet, donc au niveau de notre application, on doit d'abord faire ce que quoi. Donc, on va d'abord passer à la phase des tenant resolver. C'est une procédure qui permet de pouvoir identifier qui est en train de faire la requête. Et on peut le faire de plusieurs manières. Donc, on peut récupérer le tenant depuis le header HTTP request, donc depuis une requête HTTP. Si on prend une requête HTTP, on peut au niveau de l'entête, on peut récupérer celui qui fait la, celui qui a initié la requête. On peut identifier via le JWT, donc à travers ce qu'on appelle un token. C'est généralement le access token. On peut récupérer les informations de celui qui fait la requête, qui a initié la requête, ou bien on peut aussi passer par un message broker si vous faites peut-être la communication inter-service. Donc un service appelle un autre service, ou bien publier un événement dans un broker. On peut aussi mettre les informations de celui qui passe, qui fait la requête au niveau du message broker. Parce que les messages brokers tels que Kafka, tout ça, ont également aussi le header. Dès qu'on a fait ça, on doit publier ça dans un contexte. Voyons d'abord comment on peut faire un resolve tenant. Si je viens au niveau de mon code, on a donc pu diviser ça. On a créé un package. À l'intérieur du package, on a donc fait ce qu'on appelle le resolve tenant. Donc, je viens là, je viens dans le contexte et je viens dans le resolver. Dans le résolveur, on a d'abord créé ce qu'on appelle l'interface fonctionnelle. Quand on parle d'une interface fonctionnelle, c'est une interface qui ne peut avoir qu'une seule méthode à l'intérieur. Et l'interface est générique. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit que ici, là, on peut faire le resolve tenant à travers soit le HTTP request, soit le message broker, soit le JWT. Donc, on ne connaît pas réellement ce qu'on doit utiliser. Mais à notre niveau, nous sommes sûrs que nous allons faire du HTTP request. Mais ce qui est là, c'est qu'on ne sait pas si l'application doit évoluer peut-être vers les microservices ou nous allons utiliser peut-être le message queue. Et on sait aussi qu'on va pouvoir utiliser le JWT pour pouvoir faire le resolve tenant. Raison pour laquelle on s'est dit donc que c'est préférable d'utiliser dans un type générique pour dire qu'on ne connaît pas ce qu'on doit utiliser. Mais la question qu'on va me poser, c'est pourquoi ne pas créer chaque classe qui va peut-être, une classe qui va gérer le JWT, une classe qui va gérer peut-être le message broker, une classe qui va gérer le HTTP. On pouvait faire ces classes-là, mais le problème est qu'on doit, c'est quelque chose qu'on doit réellement faire, mais on doit être confronté à quelque chose. S'il arrive que au niveau d'ici là, on a trois classes. Une classe qui gère le HTTP request, une classe qui gère le message queue et une classe qui gère le WT. S'il y a des changements sur la manière de récupérer le tenant, si au départ on récupère le tenant avec un seul champ et que demain on s'est dit que on va donc récupérer le tenant avec le schéma et le discriminator, ça fait il y a deux éléments. Nous sommes obligés de venir dans chaque classe modifier dans l'implémentation. Ça veut dire que le code est donc ouvert à la modification. Donc, ça ne respecte pas le principe, le OCP du principe solide. Donc, l'idée est de faire quoi? De dire que on va donc créer une interface qui sera comme la racine du code. S'il y a un changement à faire, on fait donc au niveau de l'interface. Et l'avantage de créer l'interface avant de créer les implémentations, c'est juste que s'il y a des changements, on n'est pas obligé de venir changer au niveau peut-être de la classe. On peut juste créer une nouvelle implémentation au niveau
de notre objet. Imaginons donc que le T-object là, ça c'est un type générique. Imaginons donc que ici là, au niveau du HTTP que nous avons pu gérer, nous avons, si vous voyez ici là, on a fait ce qu'on a implémenté, on a créé une implémentation de notre interface. Voilà l'interface là, Tenant Resolve. On a créé une implémentation. Imaginons donc que au niveau d'ici là, on dit que ici, on gérait juste un seul champ et qu'on veut gérer deux champs. Au lieu de venir modifier le code ici, on crée juste une nouvelle classe qui va réimplémenter cette interface-ci là. Ça fait en sorte que le code est fermé à la modification ouverte à l'extension. Donc, ça veut dire qu'au niveau de notre code actuellement, nous avons résolu le TNN en passant par le HTTP request. Raison pour laquelle je viens là, j'ai créé une classe qui s'appelle HTTP header TNN resolver. Donc, je Ok, précise. ok. Oui. Oh, j'ai une question. Mhm. Euh, Par rapport à l'open close principe là, Oui. euh, tu as dit si on passait deux champs. Je ne comprends pas les deux champs là. Deux champs, c'est par rapport au type générique ou bien. Deux champs, pas forcément par rapport au type générique. Si je viens au niveau des tonnes de clients ici là et que je montre le logiciel des requêtes, si je viens dans le header, tu vas te rendre compte si on utilise isTenantID. Ici là, on Mhm, n'a pas précisé que c'est is schéma. On a juste dit isTenantID. Maintenant, si on veut travailler avec peut-être le, le tenant schéma et le tenant pour le discriminator, parce qu'on a dit qu'on devait faire l'isolation des deux niveaux. mhm, Si on veut faire donc l'isolation des deux niveaux, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore créer un nouveau champ. Donc, on va créer un nouveau champ ici, là, peut-être, c'est peut-être X schéma ID. On va créer l'autre X peut-être rose ID. Là, ça fait deux éléments que nous devons faire le resolve au niveau de notre code. Tu vois, là, on gère maintenant mhm, deux éléments à la fois. mhm, Et quand on va gérer deux éléments à la fois, tu peux gérer d'une manière séparée ou bien tu peux créer ce qu'on appelle un type. Donc, tu peux créer soit un record ou bien tu peux créer soit, disons quoi, une classe qui va donc englober les deux éléments ici à la fois. Là, tu les traites simultanément. Tu vois? mhm, Oui, raison mhm, pour laquelle, si tu changes, ici on a un seul, et que si demain tu gères deux et tu crées un type, tu es obligé de venir modifier la classe pour changer. Or, au lieu de modifier la classe, tout ce que tu devais faire, si à la base tu avais dit que, au lieu de venir ici là, modifier l'élément pour dire que dans le header, tu vas extraire un seul élément. Si à la base, tu avais dit qu'au niveau de ton tenant resolve, au niveau de ton interface, le type était générique, ça veut dire que tu peux utiliser n'importe quel type. Ça veut dire que si tu crées une implémentation, au lieu de venir ici là dire que tu vas travailler avec seulement le tenant header ici là, qui est un seul élément, et que tu veux maintenant travailler avec deux éléments, il n'y a pas de problème, il s'en fout parce que tu as dit que le type était générique. Tu vois? Voilà, maintenant, c'est la question que je voulais te poser. Voilà. Je n'ai pas encore tout travaillé les types génériques. C'est pourquoi je voulais te poser que, bon, reviens un peu sur le pattern stratégique là. Bon, sur le pattern stratégique, Enfin, c'est un... fonctionnel là. Ah, le fonctionnal, là, il est là. Oui. Voilà. Tu vois un peu. Je voulais Mhm. te demander, mais pourquoi ne pas mettre deux éléments? Tu vois un peu, mais comme tu m'as dit, ça veut dire que le T là peut dire on peut mettre autant d'éléments ou quoi? Oui, oui. Voilà. Si tu es certain que tu vas Mhm. travailler seulement avec la chaîne de caractères, tu vois, Mhm. ici, tu n'as plus besoin de mettre le T ici. Directement, tu mets le type ici, là, que c'est une chaîne de caractères. Si tu es sûr que tu vas travailler seulement avec peut-être un type, peut-être disons que tenantDetail, que tu vas créer plus tard, qui sera peut-être une classe ou un record, tu vas mettre ton Mhm. type ici et puis tu travailles avec, tu n'as aucun problème. Mais Mhm. quand tu n'es pas sûr du nombre de paramètres que tu veux passer ou bien du type d'élément que tu dois Mhm. passer, vaut mieux mettre un type générique. Là, il va Ah, pouvoir ok, c'est utiliser bon. tout élément. Ouais. Là, je ne savais pas ça. C'est pourquoi j'ai demandé quand tu as dit que mais ça prend deux éléments. Tu vois, pourquoi tu as dit que Mhm. reviens un peu? Pourquoi tu n'as pas donc mis deux éléments dans le type, tu vois un peu, où tu as Oui. mis T là, tu vois, non? Mhm. Mais comme tu m'expliquais qu'en mettant T, ça peut prendre le nombre de paramètres que Exactement. tu Quand je dis décides. deux éléments, ça ne veut pas dire qu'on va les imbriquer. Quand je parle peut-être les Mhm. deux éléments, je parle d'un truc comme ceci là. Par exemple, je peux créer ce qu'on appelle un record. Je dis que dans le record, c'est là que j'ai actuellement. Je vais mettre peut-être un truc comme, disons quoi, schéma, schéma underscore ID, qui sera une chaîne de caractères, j'ai oublié le type, tu vois. Ici, en bas, j'ai dit donc que j'aurai encore un string qui sera, je peux mettre rose,
ID pour le discriminator. Tu vois, Mhm. là maintenant, je peux le passer ici là à l'intérieur. Au lieu de T, je mets maintenant inner tenant resolver ici à l'intérieur. Tu vois comment je viens de changer la chose. Ce n'est pas quand je dis T le nombre, ça veut dire que ça veut pas dire que je vais aligner 10 éléments ici à l'intérieur. Non, c'est juste que je peux créer un type à moi, ou bien si tu veux bien, on peut mettre plutôt une classe. Tu vois, si on met une classe, on fait comme ceci, et puis nous sommes tous bons. Ah, tu peux créer un objet, Un un objet, dictionnaire. oui, je peux créer un objet qui va Mhm. englober ça. C'est Ah, ok. l'avantage de ça. Ok. Créer un objet qui va englober ce monsieur-là. Tu vois un peu? Ah, je vois. Je Voilà. vois. Je Cet vois. objet-là, je passe ici là comme type. Parce qu'on sait qu'une classe, que ce soit une classe ou bien un record, c'est ce qu'on appelle un type. La différence Mhm. entre classe et un record, c'est que une classe on peut modifier une classe. Tu vois un peu. Alors qu'un record est humiliable. Lorsque tu as créé, c'était bon. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Raison pour laquelle, comme on ne sait pas en réalité quel est le type d'élément qu'on va gérer, et on sait que ça peut être, celui qui peut entrer ici, peut être une requête HTTP, tu vois. Mhm. Ça peut être un message broker, ça peut être un JWT. On ne connaît pas le type qui doit être réellement passé ici là. Et on ne connaît Ah, c'est pas bon, c'est bon. le nombre d'objets, tu vois. Mhm. On a Mhm. le JWT, le message Q, le HTTP. Maintenant, on dit que ça serait un type générique. Maintenant, on vient créer donc ce qu'on appelle une implémentation de ça. Et on passe dans notre type générique ici, là, qui est le HTTP Server Request. Ça veut dire que c'est une requête qui entre depuis le client. Maintenant, Mhm. à ce niveau, on a dit que on travaille juste avec le external ID. On parvient à faire l'override. Donc, on a implémenté la méthode qui était définie au niveau des tenant resolver. On a implémenté la méthode là. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? On dit donc qu'on va aller au niveau de la requête ici, qui vient depuis le client. On va aller au niveau de la requête là. On va faire getHeader. La méthode getHeader permet, ça retourne ce qu'on appelle un maps ou bien un dictionnaire en Python. Un dictionnaire. Ouais. Oui, ça retourne donc un dictionnaire, un HMAP avec les clés et les valeurs. On dit donc que ce que nous voulons récupérer la valeur des external ID, qui est cette Mhm. valeur ici là. Mhm. On veut récupérer la valeur ici. Et pour récupérer cette valeur, on doit entrer sa clé. C'est ça que nous avons fait ici là. Nous avons donc dit que ici, on va entrer tenant ID. Donc, on va entrer tenant header. Tenant header vient où? Ça vient donc de la configuration que La nous avons mis ici. configuration. Voilà, comme tu connais déjà, on n'a plus besoin de partir récupérer ça. Parce que si tu viens Mhm. dans, dans la configuration que nous avons mis ici, tu vas te rendre compte que nous avons mis ça. Tenant Ouais. header name is tenant ID. Nous avons mis ça et ça va marcher. Donc, je vais retourner ici. On parvient donc à récupérer. Ça veut dire qu'on a pu faire ce qu'on appelle le resolve tenant. Dès qu'on a pu récupérer l'information, on connaît qui est-ce qui est en train de faire la requête. On doit donc acheminer cette requête-là. Le moyen le plus facile, mais le plus bête et le plus dangereux de le faire, c'est de passer ça au niveau du contrôleur. Le contrôleur passe ça au niveau du service. Le service envoie ça au niveau du repository qui va filtrer la base de données en fonction de ça. Mais c'est très dangereux, tu vois, Mhm. puisqu'il peut avoir ce qu'on appelle les fuites de mémoire. Et non seulement le SQL, à son tour, doit beaucoup travailler. Parce que tu vois, à chaque requête que l'utilisateur va faire, tu es obligé de filtrer peut-être des milliers, voire même des millions de données si c'est une grosse application. Ce n'est pas bon. Mhm. Raison pour laquelle on dit donc que dès qu'on a fini de savoir qui est-ce qui est en train de faire la requête, on doit donc faire ce qu'on appelle le store context process. C'est une technique qui consiste à quoi? À passer dans une information dans le thread qui est en cours. Pourquoi? Parce que nous sommes sur Java et nous sommes sur Tomcat. Tomcat, c'est un serveur multi-thread. Ça veut dire que quand tu fais une requête, un thread est démarré pour pouvoir effectuer ta requête et te renvoyer le résultat. Et comme nous sommes Mhm. sur Tomcat, il y a un moyen donc de passer dans l'information dans l'utilisateur qui est actuellement connecté au niveau des Tomcat. Et on utilise donc ce qu'on appelle les threads locales. Donc, j'ai donc mis ça au niveau des threads des tenant context holder. Donc, j'ai déclaré une classe final class. Quand on met final, ça veut dire que la classe ne peut pas être héritable. Donc, tu ne peux pas extend tenant context holder à quelque part.
ce n'est pas héritable. Maintenant, je déclare une variable qui est tenant ID, pour le moment, étant donné que nous gérons un seul tenant, qui est tenant ID. Je dis donc, au lieu d'utiliser ce qu'on appelle le hashmap, j'utilise plutôt un thread local. Ça veut dire que je passe ça au niveau du thread local. Et je pouvais bien utiliser toujours le thread là, ici, là. La même chose que j'ai mis ici, là. J'ai préféré utiliser le inheritable thread local pour dire que si au moment... De la synchrone. Oui, Ouais. voilà. Si au moment que le tenant a fait la requête et que je récupère la requête, je passe ça dans un async await, donc dans un process asynchrone, que le thread local enfant, que le thread enfant qui sera démarré hérite donc des informations du thread parent, finit de travailler et vient redonner aux parents. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Non, c'est clair, c'est Voilà. clair. Là, maintenant, j'ai défini combien de méthodes? J'ai défini 3 méthodes. La première méthode permet de récupérer, donc de lire la valeur qui est dans le thread local. La deuxième méthode permet donc de pouvoir insérer, donc modifier le thread local. Donc, c'est un setter. Et la troisième méthode permet d'effacer le thread local. Donc, il efface complètement ça. Donc, il nettoie. Après, lorsque la requête est terminée, on doit nettoyer. Donc, quand la requête est en cours, l'utilisateur fait la requête. Le tenant resolver va récupérer le tenant, va identifier ce qui fait le tenant. Cette méthode-ci là, qui est cette tenant ID, va permettre de pouvoir mettre ça dans le processus en cours, dans le thread en cours. Quand on va mettre ça dans le thread en cours, on pourra donc le récupérer n'importe où dans notre application en utilisant donc le tenant ID. Donc, ça résout encore un problème que React avait eu auparavant qui s'appelle le prof rally. Donc, passer les éléments dans des composants jusqu'à ce qu'arriver aux composants enfants. C'est ce que React avait eu comme problème avant de mettre en place les outils qu'on appelle la gestion des contextes globaux tels que Redux, Zuntag et React Context. Donc, nous allons voir ça quand nous allons travailler avec React. Tout ceci étant dit et tout ceci étant fait, venons maintenant au niveau de la partie qui nous intéresse encore un peu le plus. Si tu vois bien, ici, là, j'ai mis les résolveurs. J'ai mis HTTP, on a implémenté HTTP. JWT, on n'a rien fait encore dessus. Le Q, on n'a encore rien fait. Ça veut dire que ce sont des classes que nous allons créer plus tard. Quand j'ai fait tout ça, je vais donc venir au niveau des Hibernate. Comme nous connaissons déjà qui fait la requête et que nous avons la possibilité de pouvoir récupérer qui fait la requête n'importe où, il est donc temps qu'on dise à Hibernate, qui est notre ORM, que voilà, toi aussi, tu dois être au courant des gens qui sont en train de faire la requête. Parce que c'est Hibernate qui se connecte à la base des données. C'est Hibernate qui fait la requête et c'est Hibernate qui fait tout ce que nous voulons. L'objectif pour nous, ce n'est pas d'écrire le code SQL nous-mêmes au niveau de Java. On peut bien l'écrire nous-mêmes, mais on va perdre en performance. Qui sommes-nous pour faire quelque chose alors qu'une très grosse équipe a déjà eu à travailler et mettre en place des techniques qui permettent à Hibernate de prendre en charge les 3 niveaux d'isolation. Parce que Hibernate prend ça en compte. Déjà, on dit quoi? Hibernate, nous, on a pu récupérer ce qui fait la requête qu'on a stocké ça dans le processus local. La suite, c'est quoi? On va aller dire à Hibernate que on va donc te dire qui est-ce qui est en train de faire la requête pour que tu puisses l'identifier. Donc, la première chose qu'on fait, donc avant de passer même sur Hibernate, il faut donc que, parce qu'on a créé donc les éléments qui permettent de mettre dans le contexte local et tout ça, il faut donc que quand le client puisse faire la requête, on intercepte la requête. Et sur Java, il y a ce qu'on appelle les filtres. Les filtres permettent de pouvoir intercepter la requête en fonction d'un certain type de couche. Parce qu'il y a plusieurs filtres. Il y a même filter, il y a handler, interceptor, one request filter. Nous verrons dans chaque cas d'utilisation comment les utiliser. Maintenant, si je viens dans tenant interceptor, on va se rendre compte que à ce niveau, on a la possibilité d'implémenter une classe qui s'appelle handler interceptor. Et l'interface vient avec 3 méthodes qui sont vraiment, on appelle ça les méthodes capitales. La première méthode, c'est pre-handler. Pre-handler, c'est quoi? Quand on fait la requête, avant que la requête n'arrive au niveau du contrôleur, il récupère la requête et il peut faire des opérations. Et quand c'est fini, il peut te retourner un résultat. On va se dire que lorsque la requête n'est même pas encore au niveau du contrôleur, on appelle notre tenant resolver identifier qui permet de pouvoir identifier celui qui fait la requête. Dès qu'on va donc passer l'entête, dès qu'on va passer la requête ici, ce que celui-ci va faire, c'est quoi? Il va récupérer donc l'entête parce qu'il utilise une méthode get
header pour récupérer le header. Dès qu'il va récupérer l'entête et qu'on aura celui qui est en train de faire la requête, on va faire tenant context holder, qui est notre classe qui permet de pouvoir mettre les éléments au niveau du thread courant en utilisant cette tenant ID. On le place ici dedans. Après, on retourne true. Maintenant, on dit que post run c'est après la requête. Dès que la requête est passée, avant de renvoyer le résultat à l'utilisateur, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on va faire un clean tenant. Clean tenant permet de faire quoi? Il vient juste sur une classe qu'on a mis ici privée, qui vient dans le tenant counter holder. Donc, dans le thread courant qui a fini la requête, on le nettoie pour qu'il n'y ait pas de fuite de mémoire. Parce que je peux faire une requête, si je n'ai pas bien nettoyé le thread qui a démarré pour moi, et que le même thread va faire la requête peut-être pour David, il peut utiliser les mêmes informations de David pour faire, il peut utiliser mes informations pour faire la requête de David alors. Tu vois, parce que quand j'ai fini de faire une requête et que j'ai ma réponse, il faut nettoyer le thread parce qu'il va encore retravailler, son travail n'est pas fini. Tout ceci étant dit, il faut donc enregistrer dans l'intercepteur ici. Il faut donc l'enregistrer parce que on a créé donc un intercepteur et que c'était un component. Il faut donc que à l'entrée de l'application, il puisse travailler. Raison pour laquelle on a donc créé ce qu'on appelle une config. Je viens dans la config, j'ai web config. Il dit que ça c'est une configuration. Au démarrage, je veux que tu m'enregistres l'intercepteur que j'ai créé là dans la méthode addInterceptor qui vient des web configurer. On va donc enregistrer l'intercepteur en utilisant donc registrer addInterceptor. Maintenant, notre intercepteur qu'on a créé là, on fait donc l'injection de dépendance via le constructeur là, et puis on l'ajoute au niveau d'ici là. Ça veut dire que Spring Boot connaît déjà que j'ai un intercepteur et il est prêt à travailler avec l'intercepteur. Voilà ce qui a été fait. Maintenant, dès que l'intercepteur peut récupérer, envoyer au résolveur, le résolveur utilise resolve, donc il récupère celui qui fait la requête et il met au niveau du tenant context holder, donc au niveau du thread local. Il est maintenant temps pour Hibernate aussi de passer à l'action. Pour Hibernate, on dit quoi? On va dire à Hibernate que la première chose que tu dois faire, c'est de pouvoir identifier qui est en train de faire la requête. Étant donné que dans notre cas, on travaille juste avec un seul tenant, donc on dit que le niveau d'isolation c'est seulement au niveau du schéma. On a donc passé ici là un string. Si demain on veut travailler peut-être avec deux éléments, ici là on va donc passer le type générique ou bien le type que nous allons créer. Ça peut être peut-être tenant detail, ça peut être n'importe quoi. On va le passer ici là. Parce qu'au niveau de ce projet là, c'est ça qu'on va faire. C'est si vous vous rappelez bien à la base, c'est un projet de test. Qu'est-ce qu'on fait? On doit donc utiliser l'interface. L'interface Current Tenant Identifier Resolver. C'est l'interface qui vient depuis Hibernate. On n'a pas créé. Et comme ça vient au niveau de Hibernate, je ne sais pas si vous connaissez ce que signifie SPI. Je n'ai plus trop la définition en tête. Quand vous parlez de l'architecture hexagonale, il y a ce qu'on appelle API qui est ce qu'on appelle l'entrée et SPI qui est ce qu'on appelle la connexion à la base des données. Donc, ce qui sort du domaine métier pour entrer dans la base des données. Ça, on appelle généralement SPI. J'ai oublié la définition, mais vous pouvez taper ça pour voir à quoi signifie SPI. Celui-ci va fournir plusieurs méthodes. Il y a la méthode Resolve Current Tenant Identifier, qui est la méthode la plus importante. Dans cette méthode, on dit quoi? On doit dire à Hibernate que nous voulons te dire qui est en train de faire la requête. Et pour le faire, on vient donc dans le thread qui est en cours, qui est là, tenant context holder, on dit get tenant ID. Ça veut dire qu'on récupère celui qui est en train de faire la requête en cours et on passe donc au niveau des resolve current tenant identifier. Maintenant, on dit que dans la mesure où c'est nul, où on n'a rien mis au niveau de l'entête, on ne veut pas que tu génères les erreurs, bascule vers le schéma public automatiquement. Parce que nous sommes en train de faire l'isolation via le schéma, puisqu'on avait dit qu'on avait plusieurs niveaux d'isolation. Data isolation, partitioned data. Ça veut dire que ici, là, on prend donc une table, on met donc un discriminant, donc un vecteur des traits. On dit qu'en fonction de lui, on peut dire qu'on peut filtrer les choses par pays. On peut filtrer peut-être les utilisateurs de Facebook par pays. Là, c'est partitioned data. Maintenant, on dit separate schéma. Ça veut dire que dans une base de données, on a plusieurs schémas. Étant donné que la base de données vient directement avec un schéma public, on peut créer plusieurs schémas pour pouvoir isoler les données en table. Ici, là, c'est chaque élément à sa base de données. Ça veut dire qu'on a une base de données A, une base de données B, une base de données C,
les données sont réparties dans ces bases de données-là. C'est ça le separate data. Ici, comme on connaît qui est en train de faire la requête, on le passe donc au niveau de tenant, resolve tenant identifier. Donc, on utilise donc object require not null or all. Ça veut dire que si l'objet est nul, il bascule directement ici là. Et là, le reste, c'est pas trop important. Maintenant, ici là, au niveau des customize, il vient des Hibernate Property Customizer. C'est très important. Lui, il fait quoi? Il permet de définir les configurations d'une manière à chaud. Il dit donc que ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de faire un multi-tenant identifier resolver. Donc, on est en train de résolver, de récupérer, d'identifier qui est en train de faire la requête. Quand c'est fait, on doit maintenant demander à Hibernate de se connecter à la base de données. Au fait, de se connecter au schéma. Ça peut être connecté à la base de données, ça peut être au schéma, mais dans notre cas, nous allons faire la connexion au schéma. Donc, je vais donc venir au niveau des connection provider. Qu'est-ce que je fais au niveau des connection provider? J'implémente une autre classe qui s'appelle multi-tenant connection provider. Et je reprends encore la même interface que j'ai d'abord fait de l'autre côté là. La première chose, c'est quoi? Je dois utiliser ce qu'on appelle le data source. Le data source, c'est la base de données actuelle que nous sommes en train d'utiliser. Donc, ça permet de pouvoir gérer les bases de données au niveau du SQL. Donc, j'utilise donc le data source. À l'intérieur, nous avons plusieurs méthodes. La première méthode que je veux qu'on découvre, c'est get connection. À l'intérieur, je dis donc que lorsque je vais vouloir me connecter, je dois passer le tenant. Et le tenant qui est ici là, on doit utiliser tenant context holder parce qu'on a déjà utilisé tenant context ou c'était tenant quoi resolver, un truc comme ça là. Donc on a pu résolver le tenant par Hibernate. Hibernate connaît qui est qui est en train de faire la requête. Hibernate connaît déjà. Ce qu'on a en train de faire, c'est quoi? On va initialiser la connexion. Dès qu'on a initialisé la connexion, on dit donc que connection.set schéma. Ça veut dire que on veut donc définir le schéma en cours. Cet schéma permet de définir le schéma. Et le nom du schéma est dans ce que Hibernate a passé ici là. Parce que Hibernate a passé ça dans la première classe. Dès que nous sommes connectés sur le schéma, on retourne la connexion. Et dès qu'on a retourné la connexion, ça veut dire que Hibernate peut se connecter au niveau du schéma. Dans la mesure où la connexion ne prend pas, où il y a un problème, il peut se rabattre directement au niveau de la connexion publique. Get any connection. Ça veut dire que si on n'a pas précisé la connexion, il va aller au niveau du public. Ou bien si la personne, il y a eu des erreurs peut-être pour se connecter ici, là, il peut encore basculer au niveau de la connexion publique. Mais dans la mesure où on a précisé le schéma, il se connecte au niveau de ce schéma-là. Il définit ce schéma-là ici. Et ok, Proxy. Oui. Ok. À get, bon, tu as dit connection set schema là. Oui. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crée le schéma existe déjà? Non, Ou il bien ne crée pas le schéma, il se connecte jusqu'au schéma. Il considère que le schéma est déjà existant. Ah, ok. Au cas où il n'existe pas, il Au cas qu'il bascule vers la n'existe base, pas, vers le public. oui, on va arriver sur ça. C'est un peu en haut. Ah, ok, bon. La question que je voulais poser, c'est quoi? C'est que le framework Spring reconnaît automatiquement parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il bascule vers connection, get any connection là. C'est une méthode que tu n'appelles pas, tu vois un peu. Ou bien c'est le Spring Boot, son intelligence qui le permet de comprendre ça comme ça. Bon, déjà, quand je mets un élément comme ça à component, ça veut dire que c'est un élément qui est chargé directement lorsqu'on démarre. Tu vois un peu? Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de configurer Hibernate. La méthode, c'est là, quand tu implémentes la méthode, quand tu implémentes l'interface, c'est une configuration que Hibernate utilise déjà depuis, mais c'est par défaut. Maintenant, quand tu l'implémentes, n'oublie pas que lorsqu'on implémente une méthode et que la méthode c'est un component ou bien un service, lorsqu'on appelle l'interface, automatiquement l'interface peut appeler la classe qui a implémenté la méthode. Je ne sais pas si tu as oublié. Revenons un peu au niveau d'ici. Revenons un peu au niveau d'ici. Je ne sais pas si j'ai utilisé les services, agence, donc contrôle, voilà, direct. Non, je n'ai pas utilisé service à quelque part. Oui, voilà service. Ici, là, j'ai créé la classe service, tu vois, company services. Mais sauf que pour les bonnes pratiques, je devais d'abord créer l'interface, non? Company service, je crée d'abord sur l'interface. Après, je viens maintenant renommer la company service implement. J'implémente donc la classe service que j'avais créée.
Mhm. Mais quand je viens au niveau du contrôleur ici, là, quand je viens au niveau du contrôleur company contrôle là, est-ce que j'appelle le service implement ici, là, comme type? C'est l'interface. J'appelle l'interface, non? Maintenant, Mhm. quand j'appelle l'interface, ce que l'interface fait, c'est quoi? L'interface peut appeler dans la classe qui implémente l'interface, non? Mhm. Quand j'appelle l'interface, au lieu que ça travaille à l'interface, non, l'interface va charger automatiquement la classe qui l'implémente. C'est la même chose que Hibernate fait. Je n'ai pas besoin de dire que je vais préciser à Hibernate automatiquement que voilà ce que tu vas faire pour moi. Non, je n'ai pas besoin de faire ça. Étant donné que à chaque connexion, Hibernate lui fait quoi? Il va appeler donc multi-tenant connection dans la mesure Mhm. où c'est utilisé. Maintenant, si l'interface n'a pas été implémentée, il charge les configurations par défaut, il va travailler avec le schéma public. Tu vois? Non, je comprends ce que tu as dit. Mhm. Mon problème se situe au niveau de l'appel des méthodes. L'appel des Des méthodes méthodes, ici. parce que lorsqu'il teste le schéma et fait un Mhm. set schema, tu vois, non? Oui, Là, il se connecte au schéma public, oui, au schema tenant, tu vois, au tenant, ouais. tu vois un peu. Mhm. Maintenant, il retourne une connexion. Au cas où ça ne marche pas, tu vois, non? Mon Oui. problème, c'est que ça veut dire que il sait automatiquement comment est-ce qu'il revient à connection get any connection. Non, là c'est quelque chose qui me dépasse, mais je sais que ça, c'est ce qu'on appelle un fallback. Les fallbacks, Ah, c'est ok. quoi? Ouais, c'est ce que Les je voulais fallbacks, savoir. il y a ce qu'on appelle callback. Callback, c'est la méthode des rappels. Une méthode qui est Oui. passée dans une fonction. Maintenant, le fallback, c'est pour dire que quand ceci n'a pas marché, appelle celui-ci. Donc, il le reconnaît Il automatiquement. reconnaît, c'est quelque chose ils ont codé, non? Si tu Ah, cliques ok. ici, là, tu vas voir que ces méthodes-là existent déjà. Voilà ça. Les méthodes, la get connection, là, mais ça fonctionne par défaut. Voilà ça. Tu vois un peu? Mhm. Ce sont les méthodes qui fonctionnent par défaut. Quand on n'a rien fait dessus, ça restait ainsi. Mais quand on crée une implémentation, quand Hibernate va appeler l'interface pour voir s'il y a des modifications, il va appeler l'interface. Au lieu de retourner les choses par défaut, il va appeler la classe connection provide automatiquement pour nous. C'est ça la magie du framework. Tu vois? Donc ça veut dire qu'on s'occupe de la partie technique, on laisse le framework s'occuper de tout ce qui est. Donc on s'occupe de la partie métier, on laisse le framework s'occuper de tout ce qui est technique. C'est ça, Mhm. là, oui, oui. C'est un peu ça. Donc ici, là, on dit quoi? On va le release la connexion. Pour release la connexion, qu'est-ce qu'on fait? On se met sur la connexion. Maintenant, on fait cette schéma public. Donc, on se rassure qu'avant de fermer la connexion, nous sommes sur le schéma public. Et après, on fait donc un close. C'est tout ce qui se passe. Et après, maintenant, au niveau d'ici, sur la méthode C, qui est une méthode très importante encore pour nous, ici, on va mettre multi-tenant connection provider. Donc, c'est pour dire qu'ici, là, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la connexion. L'autre, on avait mis identifier provider. Ici, c'est connection. Donc, c'est différent. Hibernate connaît ce qu'il doit faire, lorsqu'il voit un nom dans son chemin et tout et tout. Il sait que s'il ne voit rien, il va aller au niveau du public. On a tout fait ça et ça marche. Maintenant, venons maintenant au niveau de notre service. Qu'est-ce qu'on dit? On dit donc que nous aurons dans la compagnie, dans les compagnies de voyage, nous aurons les agences. Maintenant, ça veut dire que chaque compagnie aura donc son agence de voyage. Ça veut dire qu'on ne veut pas mélanger les agences entre compagnies. On veut isoler ça sous forme de schéma. On crée donc un type ici, là, qui est compagnie. On lui dit qu'il sera dans le schéma public. C'est ce qui est fait. Soit un ID, un nom et un schéma name. Maintenant, on dit donc que le schéma name ne sera pas fourni au niveau de l'utilisateur. Et ce qui sera fait au niveau du schéma name, c'est quoi? Lorsque on va vouloir enregistrer les données ici, on récupère donc le nom de la compagnie et on va faire la concaténation avec eux, donc le préfixe des schémas. Et le pré-persist, cela permet de faire ça avant la sauvegarde. On crée. Attends un peu. Oui, Explique un peu l'endroit là, parce que l'endroit là, mais elle est un peu capital. Je ne oui. peux pas dire assimiler. Pardon. Déjà, ici, là, c'est bon. Voilà, ils sont des attributs Oui, de les la classe attributs. compagnie. Voilà. Maintenant, lorsqu'on veut sauvegarder ça, quand on veut sauvegarder un élément dans la base de données, la première chose, c'est quoi? Pré-persist, là, c'est une annotation qui permet de faire une certaine vérification. Au fait, c'est appelé quand c'est sur une méthode. La méthode est appelée avant que les éléments ne soient sauvegardés dans la table. Mhm. Le pré-persist, là. On fait Mhm. quoi? On dit d'abord que si le schéma est nul, donc si schéma name, le 10.schéma name est nul, ça veut dire qu'on n'a pas rempli ça. Qu'est-ce qu'il fait? Nous-mêmes, on dit donc que ce schéma-là sera égal à quoi?
On utilise donc un préfixe que nous avons choisi. Ça peut être companion, ça peut être n'importe quoi. On fait 10 points, on fait dans le schéma 10.name. Donc, on récupère la valeur qui est entrée par le client. Donc, qui est entrée au niveau du front-end. On fait la concaténation ici, là, et puis ça veut dire qu'on a défini un schéma dans la table. C'est-à-dire que le champ-ci, on le remplit en fonction de celui-ci. C'est bon? Maintenant, au niveau du repository, rien de bien compliqué. C'est JPA, on n'a rien mis, c'est une interface. Et au niveau du service, qu'est-ce qu'on fait au niveau du service? C'est ici qu'il faut prêter un peu attention. On utilise encore le data source. On utilise Flyway. J'ai dit que Flyway, c'est un outil qui permet d'effectuer les migrations. Donc, ça permet de versionner dans la base de données. Comme un guide permet de versionner le code, un outil de migration permet donc de versionner les versions de la base de données. Versionner notre base de données. C'est le rôle de Flyway. Et au niveau des Spring Boot, les plus utilisés, c'est Flyway et Liquibase. Flyway utilise généralement le SQL, ce qui fait il est assez intéressant. Donc, on a utilisé Flyway, Data Source, on a utilisé le repository. Ici, là, on utilise le chemin. Où est-ce qu'on doit placer nos fichiers SQL pour que Flyway puisse utiliser pour faire les migrations. Parce que nous aurons les tables qui seront publiques, les tables comme public, comme compagnie, les tables comme peut-être modèle de bus. Au fait, il y aura plusieurs tables qui seront publiques, qui sont accessibles par n'importe quelle entreprise. Maintenant, il y aura maintenant des tables qui sont dédiées uniquement à certaines entreprises. Tu vois un peu? Donc, que les données seront dédiées à certaines entreprises, raison pour laquelle on a donc défini dans le dossier DB Migration, on a donc défini ce qu'on appelle un dossier qui s'appelle tenant. Ça veut dire que c'est ce qui est particulier à certaines compagnies. Défaut, c'est ce qui est public. Tu vois, parce que dans défaut, si tu vois ce qu'on a créé, on crée la table compagnie. Maintenant, dans tenant, ce sont les tables qui sont dédiées aux compagnies uniquement. Donc, ils ne sont pas publics. Donc, ce qu'on fait au niveau du contrôleur, c'est quoi? J'ai donc déclaré tout ça, j'ai fait l'injection des dépendances. J'ai défini donc une méthode qui s'appelle create company, qui retourne une compagnie. Ça prend la compagnie en paramètres, donc les données qui sont le schéma name et le name. Mais on sait que C'est schéma bon, name... attends. Faut que c'est quoi un peu ma tête. Revenons un peu sur le, Flyway. le migration même d'abord. Oui, Mhm. je veux savoir son rôle parce que je ne sais pas si je comprends ça bien, migration d'une base de données. Bon, Je ne sais pas si c'est au sens propre comment je comprends la migration parce que la migration, c'est le déplacement de, de- de- des données vers quelque part, tu vois un peu. Je bon ne sais pas si c'est le même cas ici, ici je veux là, bien savoir. on va voir la migration comme la modification du schéma de la base de données. Imaginons donc ici là, nous avons une base de données. Nous nous sommes dit que à la base des données, disons que au niveau des agences, la table agence, nous avons trois champs, ID, name et city. Demain, on s'est dit que on va ajouter un troisième champ qui est location. Tu vois? Mhm, On va venir ici là, on va modifier, on va ajouter location. mhm, Maintenant, pour que cela prenne effet au niveau de notre base de données, donc au niveau de notre table, pour que cela prenne effet dans la base de données, il faut donc faire ce qu'on appelle une migration. Donc, on va taper la commande pour appliquer la migration. Il va aller dans notre base de données, ajouter le champ là. Tu vois? ok, Et ok, si ok. demain, on veut revenir, il va encore faire ce qu'on appelle une migration. Parce que quand tu effectues la migration lui-même crée sa table dans la base de données qui Mhm. permet de suivre dans l'évolution. Il fait le versionning. Oui, il versionne, c'est ça. C'est ça la migration. Il permet de versionner tout ce qui se passe au niveau de la base de données. Tout à Ah, l'heure, ok. on va voir ça quand on va aller dans la table, je crois, DD. Oui. Ok. Euh, table DD, dans la base de données DD. Je crois à quel moment. Voilà, tu vois. Il l'a mis là. Flyway schéma history. Il permet, avec ça, il versionne. Il versionne. Il récupère le nom que tu as mis au niveau du le script SQL. Je ne sais pas si tu te rappelles le script SQL qu'on a mis ici, là. Mhm. Il récupère le nom, là. Voilà ça. Créer agence de travail. Et ça, il permet de versionner, il met la date et tout et tout. L'utilisateur qui a fait tout est là.
Si demain tu modifies, tu supprimes un champ, il va créer un enregistrement ici, là. Il va mettre les versions. Donc, c'est comme le guide de la base des données. Mhm. Donc, Ah, et ça, en fait, c'est que tu viens de créer. Table, machin, là, en fait, effectivement, c'est pour la migration, n'est-ce pas? oui, oui, oui. Créer table if not exist agency. Non, ça, là, c'est pour créer la table dans la base de données, non. Mais quand on va créer la table dans la base de données, il doit falloir donc qu'on ait un état de la base de données. Si demain on change, il génère encore l'autre état de la base de données, de la table là. Tu vois un peu? Donc, Donc, oui, c'est pour justement, suivre donc, l'évolution. en quelque sorte, ça, c'est même, puisque euh, agency, c'était quoi? C'était un schéma, non? Non, agence n'est pas un schéma, c'est une table. On n'a pas encore créé des schémas. Ah, c'était pour te lancer, on crée les schémas, non? On a Oui, oui, créé. l'ancien, on crée les schémas nous-mêmes. On disait peut-être général pour agence. Je ne sais pas si Ah, tu ok. voyais. Ok. Toi, tu dis ici, agence, c'est sur une table. Ok, ok, Sur c'est une bon. table, on n'a pas besoin de préciser le schéma, puisque le schéma est inconnu. Le schéma, c'est l'utilisateur qui ancre le schéma. Tu vois un peu? Hmm, ok. Si tu te rappelles, d'abord, on disait général.agence, global.agence, bika. Mhm, Jusqu'à tu m'as mhm. demandé, mais est-ce qu'on va toujours mettre ça chaque fois qu'on va vouloir créer? Tu dis que non. Lorsque l'utilisateur va mettre le nom de sa compagnie, on va récupérer le nom de sa compagnie, créer le schéma à lui et appliquer les migrations automatiquement. C'est ça que nous Ok, sommes en train de faire. ok, Mhm. ok, ok. Ça va, j'ai compris Oui. la migration là. Ça, c'est. Ok, vas-y. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'utilisateur va entrer le nom de sa compagnie, non? Oui, reviens un peu au début. Alors, de la classe, D'ici. voilà, effectivement, ouais. Oui, j'ai utilisé Flyway, qui est Mhm, installable dans les fichiers de gestionnaire mhm, des paquets. Donc, dans POM XML, c'est ce que nous avons utilisé pour ce projet. On mhm, utilise encore le data source pour récupérer la configuration que Hibernate va nous fournir. Et on mhm, utilise le Company Repository pour avoir accès à la base des données. Maintenant, on fait la gestion des dépendances ici. Après avoir fait la gestion des dépendances, qu'est-ce qu'on fait encore? On vient donc au niveau de Create Company, qui est une méthode qui permet de pouvoir créer une compagnie. La méthode prend une compagnie en paramètres, donc ça prend les données d'une compagnie et ça retourne une compagnie. On dit donc que dès qu'on a récupéré la compagnie, on vient donc dans le repository, on fait un save. On a enregistré la compagnie ici là. mhm, Quand on a enregistré la compagnie, on sauvegarde la valeur des retours parce qu'on va utiliser ça après. mhm, Ici là, j'ai fait un print, donc je pourrais faire un log, donc j'ai voulu faire un print pour voir les données rapidement. Ici là, pour pouvoir voir le schéma, si le nom du schéma a été pris. Maintenant, quand il va faire un print, n'oublie pas que nous avons dit que le nom du schéma, on n'avait pas besoin de l'entrer parce que ça devait faire la concaténation seul, comme on mhm, a mis la méthode là. Maintenant, quand j'ai sauvegardé la compagnie, qu'est-ce que je fais ensuite? J'ai dit donc que Flyway, ce que je vais faire, c'est quoi? Essaie donc de m'appliquer la migration. En faisant quoi? La première chose que j'ai fait, j'ai dit à Flyway que ce que tu vas faire, c'est quoi? Récupère donc la configuration qui est ici là. Tu récupères la configuration qui est ici là. Parce que au niveau d'ici, on a créé une configuration. Je vais te montrer tout à l'heure. Récupère donc les configurations par défaut. Dès mhm, que tu as récupéré la configuration par défaut, tu vas aller au niveau de mon projet. Dans le répertoire de mon projet, tu vas récupérer donc Tenant Migration Location, qui est l'endroit où est-ce que j'ai mis mon fichier de migration. Voilà ça. J'ai mis ça mhm, dans le dossier Tenant. Tu vas le récupérer. Dès que tu le récupères, tu te connectes au data source qui est Hibernate a fourni, que nous avons déjà configuré. Tu vas donc utiliser le data source là. Maintenant, ce que tu fais, c'est quoi? Tu vas donc définir un schéma. Donc, tu vas donc utiliser le schéma-ci. mhm, Utiliser un schéma. Donc, tu vas utiliser le schéma. Le schéma vient de quoi? Des compagnies ici que j'ai enregistrées à deux champs, à trois champs. ID, name et schéma. Tu fais un get schéma. Ça veut dire que tu as récupéré le schéma. Maintenant, base online migration veut simplement dire quoi? Si le schéma n'a pas encore été créé, crée le schéma. Tu vois? mhm, mhm. Maintenant, validate on migration, ça veut dire qu'avant d'appliquer la migration, essaie de vérifier le code SQL, vérifie si tout a été bien, les types ont été bien écrits. C'est bon? Mhm. Dès que j'ai fait ça, j'ai fait donc un load. Quand il fait donc un load, il va sauvegarder ça dans la variable ici là. Et dès qu'il a sauvegardé dans la variable tenant flyway, j'ai fait donc tenant flyway migrate, il applique les migrations.
Quand il fait tenant migrate, c'est un peu comme s'il est venu, c'est comme si je suis venu en bas au niveau du terminal. J'ai fait un Maven Flyway migrate. Ok. C'est ça que je viens de faire au niveau de mon code ici là. Et dit donc que si l'exception, parce que j'ai fait un try catch, si l'exception est élevée, affiche-moi dans l'exception en paramètre en terminal pour que je puisse débloquer. Donc si il y a une exception, tu m'en fiches en terminal pour que je puisse débloquer, voir quel est le problème. Dans la mesure où tout se passe bien, tu retournes la compagnie en bas. Tu vois, parce que c'est un peu séparé. Tu retournes la compagnie. Étant donné que quand je vais créer une compagnie, je prends la compagnie en paramètre qui est ici et je retourne une compagnie lorsque j'ai fini par créer la compagnie. Maintenant, si c'est que tu crées la compagnie et ça marche et qu'au moment de vouloir créer le schéma, il y a un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire le rollback en utilisant donc transactional. Donc, c'est Ouais. une notation qui permet de pouvoir gérer la transaction atomique. Hein, c'est quoi? C'est d'une manière déclarative. Ça permet de gérer la transaction atomique d'une manière déclarative. C'est bon? Mhm. Oui. Par exemple, on a parlé du framework programmatique et déclaratif. La programmatique, Mhm. c'est quand tu fais tout toi-même. Déclaratif, c'est quand le framework fait à ta place. Maintenant, j'ai créé une des deuxième méthode qui permet d'afficher la liste des compagnies actuellement. Ça permet d'afficher la liste des compagnies, tout simplement. Maintenant, Qu'est-ce qui permet de créer le schéma dans ton truc là? de créer le C'est schéma. schema. Oui. Hein? C'est schema. Voici le code qui permet de créer le schéma et migrer. Oui. Mais tu as vu voilà, schema là. Ce qui m'a permis donc de prendre, il prend en compte le nom du schéma, non? Parce que je suis censé lui passer le nom du schéma, non? Effectivement. Oui, quand j'ai passé le nom du schéma maintenant, j'applique dans la migration, ici là. Ça veut dire Maintenant, que quand je crée, parce que la compagnie va se créer du côté front-end. oui, C'est ça, non? mhm, Quand il crée la compagnie, je donne le nom, oui. je donne peut-être l'email, après, je donne le schéma. Non, tu n'as pas besoin de le schéma. Le schéma est donné automatiquement. Tu donnes le nom de la compagnie. N'oublie pas que au niveau d'ici là, Il prend le nom de la compagnie. Puisque dans la méthode, là, on avait dit si le schéma est nul, voilà. effectivement. Mhm, C'est ça, non? oui, Si le schéma est nul, c'est la bonne méthode là-bas où tu étais. oui, oui, c'est bon. Comme tu as compris, je suis va rentrer encore ici. Ah oui, oui. Que si le chemin est nul et tout, au cas où il n'est pas nul, il prend le nom du truc, non? Mhm, Le nom de la compagnie qu'on a donné. Tu as fait une concaténation, si je ne me trompe pas. oui, c'est ça. Ah, ok. Ah, c'est ça qui fait, il va créer le schéma. Oui, c'est le nom Avec là ce nom. qui prend. Si toi, tu as encore le schéma au niveau du front-end, la méthode Mhm. ici ne sera plus appelée. Hmm. Parce que quand la méthode s'est appelée, ça vérifie d'abord si le schéma est nul. Non. Si tu as encore le schéma au Oui. niveau du front-end, il n'a plus besoin de dire qu'il va faire la concaténation. Tu vois un peu? Puisqu'il existe déjà, il n'est pas Oui, nul. voilà, puisque le Mhm. schéma, parce que c'est une condition que nous avons mis. Mhm. Oui, donc ici là, on passe dans le schéma ici, là, parce que pour pouvoir appliquer la migration, il doit connaître sur quel schéma est-ce qu'il doit appliquer la migration. Est-ce que c'est le schéma public ou bien c'est un schéma en particulier? Étant donné que c'est un schéma en particulier, on dit donc que oui, si le schéma n'a pas encore été créé, parce qu'à la base, on pouvait créer le schéma existe maintenant, on applique la migration simplement. Tu vois un peu? Le schéma existe déjà. Maintenant, on vient juste appliquer les migrations pour sauvegarder les tables dans le schéma. Mais on dit que si le schéma n'existe pas, crée le schéma pour nous et puis tu appliques la migration. Ah, Maintenant, au niveau du contrôleur, on n'a plus besoin de regarder parce que c'est la routine. Tu vois un peu? Le contrôleur, c'est la même wow, dans chose. le contrôleur, c'est pas un problème. Oui. Maintenant, venons donc utiliser l'outil et puis on essaie un peu de faire la requête pour voir. Donc, venons utiliser Thunder Client. Voilà. Dans Thunder Client, on va dire quoi? On va faire un get. Bon, je n'ai pas démarrer mon serveur, je n'irai vraiment pas l'eau. Je peux venir ici. Ici. Non, c'est là. Je vais faire debug main. On passe en quelques secondes. Si ma machine est gentille, elle va démarrer. Debug comme ceci directement. Voilà, acquérir à démarrer la base de données version 17.5.
Voilà, ça a démarré sur le port 80-80. Donc, si on vient là, je ferme mon terminal. Voilà. Je fais send. Voilà, il me récupère, il m'envoie. Donc, je récupère la liste des compagnies de la base de données. Ça m'envoie une seule compagnie parce que j'ai créé une compagnie aujourd'hui là pour faire les tests. Comme hier, on avait eu un bug là. Ah, tu as créé une compagnie. Oui, j'ai créé une compagnie qui s'appelle Phoenix. Maintenant, créons maintenant une compagnie, toi et moi. D'accord? Mhm. Oui, on vient ici là. On va faire un post. Maintenant, je donne le nom de la compagnie. On, on peut l'appeler Trésor, non? Mhm. Ou tu as le nom d'une compagnie en particulier. Non, tu peux l'appeler comme tu veux. Oui, Trésor. Trésor. Ici, Mhm. là, le company name, on n'a pas besoin. Mhm. Ça ne nous intéresse pas. Maintenant, je fais un post. Voilà. Voilà, il a créé. Voilà le statut qu'il a créé, titre. Voilà le nom. Et voilà le nom du schéma. Tu vas voir que le nom du schéma commence toujours par Kiema. C'est Mhm. bon? Oui, Trésor. Mhm. Maintenant, créons maintenant une dernière compagnie. On peut l'appeler même, euh, disons même Overline. Mhm. Oui, c'est une compagnie ici au Cameroun. Overline. On lance, voilà Overline qui a été créé. Maintenant, regardez les Mhm. schémas si tout s'est bien passé. Donc, on va venir dans Databases, actualiser. Voilà. Je suis où? Euh, voilà, DDD, la base de données DDD. On actualise. Voilà, nous avons schéma Phoenix. Parce que c'est ce qu'on avait créé manuellement. Je ne sais pas si tu te rappelles. Buca General Mhm. Global. Maintenant, voilà ce qui vient d'être créé. On a Phoenix qui a été créé par moi en journée. Voilà le schéma Overline qui vient d'être créé. Si on clique sur ce schéma, on va se rendre compte que ce schéma a deux tables. La table agence que nous avons définie. Je ne sais pas si tu te rappelles. La table agence que nous avons définie dans notre fichier SQL. Je vais aller reconstruire le fichier SQL avec toi rapidement. Voilà donc la table agent ici qui a été créée avec trois champs de type UID, name qui est non nul et city. Venons donc regarder au niveau de notre code de, de notre table. On a l'ID qui est du type UID. Ça veut dire que c'est bon, non? On a Mhm. le name qui est VHA 255. Avec l'étoile, ça veut dire que c'est required. Ça veut dire que c'est non nul. Et nous avons un Mhm. city qui est 255 qui n'est pas required. Ça veut dire que ça marche. Voilà les schémas qui ont été créés. Et Attends, quand, ça va créer pour tous les schémas. pour Parce tous qu'on les a trois. schémas, ça crée l'agence et dans la table agence. Parce que quand tu fais la séparation via les schémas, ça veut dire quoi? Les données, les tables vont se répéter. C'est juste les données qui ne vont pas se répéter. Je ne sais pas Ah, je si tu vois, comprends. C'est-à-dire je que comprends. dans chaque schéma, tu auras les mêmes tables que autres entreprises, mais les données seront différentes dedans. Ah, je vois, reviens un peu sur le code. Je vois ce que tu veux dire. Je vois, je comprends, je comprends. Ça veut Oui. dire que reviens sur le code ou Flyer, ou c'est Flyer, ou c'est Flyer là. Ah, le Permet de code faire- du service. Oui, oui, permet de faire la migration. Puis c'est ça qui fait tout ça. Mhm. Tu vois un peu. Bon, je m'explique un peu, hein. Oui. Ça veut dire que ici, lorsqu'il reçoit la requête, tu vois un peu, Mhm. company request, tu vois. Oui. Ça veut dire que c'est company repository save. Oui. Mhm. Donc, je sauvegarde la compagnie. Attends un peu, te montre où les compagnies sont sauvegardées. Parce C'est que ce que les, je veux demander. C'est ce que je voulais demander. Mais les oui. Parce que compagnies quand sont tu dans dis où? que save là, tu bloques, ça veut dire que tu ne connais plus. La Oui. compagnie est sauvegardée dans le schéma public, non? Parce qu'on dit que le public, les compagnies devaient être accessibles partout, non? Mhm. Oui. Avant la Ouais, ouais. table compagnie. Et si tu regardes bien, tu vas voir les trois compagnies qu'on vient de créer. Phoenix, Trésor et Overline. Attends, ça fait un truc puissant que je veux. Parce Ça... que la première chose, c'est quoi? Tu crées d'abord la compagnie dans la base de données. Et quand tu crées la Mhm. compagnie, ça part mettre ça dans le schéma public, parce que le schéma qui est accessible à tout le monde. Tout le monde. Parce que chaque compagnie doit être à la table. Par contre, on fait la requête pour obtenir les compagnies, ça doit être dans le schéma public. Voilà dans le schéma. Dès que tu as créé, tu récupères le nom-ci. Schéma name-ci là. Mhm. Tu récupères ce nom maintenant. Tu peux maintenant créer un schéma avec. Oui, c'est le truc ce qui permet de créer. Reviens un peu dans la méthode service. Flyway, c'est Flyway qui Donc permet là où de. qui crée le schéma là maintenant. Oui, il crée le schéma C'est là, ça, non? en utilisant Base Voilà. Command.
il récupère le Oui, nom de la compagnie là oui, pour créer le schéma avec quoi. Tu vois un exactement. peu. Oui, en utilisant Mhm. le code SQL qui est défini au niveau des tenant migration location, qui est Oui, ici. ton path là, ton Voilà, path. c'est Oui. bon. Mhm. C'est ce qui se Mhm. passe. Oui, donc maintenant, à chaque fois que tu crées, lui prend automatiquement. Ça veut dire qu'il suit. Donc, c'est un peu comme un truc automatique que tu as fait. Oui, oui, oui. À chaque fois, on Il va suit, créer une compagnie, oui, il ça se fait suit seulement le automatiquement. processus. Tu Oui, vois un peu. oui, oui. Ouais. Donc, ça veut dire que si demain tu viens, tu pars dans le fichier tenant Mhm. de ton DB migration là, tu ajoutes une autre variable là-bas. Oui, Tu ajoutes une autre, ouais, un exactement. autre, tu vois. Ça va ajouter. Et laisse-moi te dire, quand on va vraiment coder le projet, quand on s'en va travailler sur le projet, ça va faire en sorte Mhm. que nous n'aurons pas seulement table agence, nous aurons Trip, nous aurons plusieurs bookings, nous aurons. Parce qu'il y aura tellement de trucs. Tu vois un peu? Mhm. Tellement Mhm. de trucs. Tu vas voir que, au lieu quand ça va taper la migration, tu vas plus voir une seule table, tu vas voir maintenant plusieurs tables qui appartiennent à un schéma. Et si tu pars dans n'importe quel schéma, tu vas voir les mêmes tables. Mais la différence sera au niveau des données. Les données de Mhm. Overline seront différentes des données des Finex, qui sont différentes des données peut-être des trésors. Tu vois un peu? Mhm. Oui, c'est ça. C'est ça la séparation par schéma. On sait que dans Ok. une base de données, on a un seul schéma, le schéma public. Maintenant, la Ouais. base de données donne une possibilité de pouvoir créer plusieurs schémas pour pouvoir isoler les données par schéma. Quand tu Mhm. isoles les données par schéma, c'est comme si tu avais une base de données pour chaque entreprise. C'est un Ouais. peu ça Ouais. la particularité. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est Mhm. bon, c'est bon. Maintenant, nous pouvons venir faire d'autres requêtes maintenant là pour essayer de créer donc, les agences dans les entreprises. Tu vois? Mhm. Donc, je vais venir là. Je veux dire que je suis pas au niveau des temps de client. Il est où? Voilà. Temps de client, il est là. Alors, je peux récupérer la liste des compagnies. Nous avons Phoenix, nous avons Trésor et nous avons Overline. Donc, on peut récupérer Overline. On va dire créer ces compagnies, ces agences de voyage. Donc, je vais dans le header. Je dis ISTNN. Je l'active. Attends, qu'est-ce que tu as fait comme attends, reviens un peu. Je suis venu au niveau. Ah oui, tu as fait get là pour récupérer toutes les données, la table Oui, compagnie. oui, j'ai Oui. occupé toutes les compagnies non, à travers la Mhm. route là, dans Mhm. le schéma public. Mhm. Maintenant, je copie le nom d'un schéma. J'ai choisi le dernier, Overline. Tu vois un peu? Mhm. Oui, j'ai occupé. C'est l'une que tenant ID. Je le passe ici Mhm. là. Tu vois? Mhm. Comme je le passe maintenant ici là, je peux maintenant modifier. C'était mieux que je duplique même plutôt. Duplicate. Voilà. Oui, je vais travailler celui-ci là. C'est vrai que celui-ci sera et j'ai ici. Voilà, pour ne pas modifier trop les choses. Celui-ci, j'ai désactivé ça ici. Voilà. Je viens donc ici. Je vais dire dans le header, j'ai les schémas overline. Maintenant, je vais récupérer les agents. Si il lance là, bon, il me dit que SQL n'a pas pu faire quoi. On va débugger ça rapidement. Tu as défini le contrôleur de ça, le endpoint là. Oui, oui, j'ai défini que il dit JDBC parvient pas à faire quoi. Ah, Le path agency là, c'est quoi demande, je sais que tu l'as défini. le PAF agence. Oui, je pense que j'ai tout écrit ça. Attends un peu. Voir. J'ai tout écrit ça. Non? La fois passée, quand on travaillait avec les schémas manuels, je pense qu'on avait fait ça. Voilà ça, entity, c'est bon. Contrôleur, voilà ça. On avait tout défini. Agence qui permettait de pouvoir retourner une agence. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il ne parvient pas à se connecter au niveau de l'agence. Bon, ça va un peu. Je vais regarder les logs. C'est lui qui va me dire vraiment de quoi il est question. Bon, je viens au niveau du terminal. Debug. Non. Oui. C'est ici là que c'est lancé.
Bon, est-ce que celui-ci affiche alors les trucs même? Ferme d'abord. Parce que au niveau... Attends, je vais lancer ça manuellement. Parce qu'au niveau du on devait voir si le schéma est chargé ou pas. Springboot.run. Mhm. Is tenant ID. Ça prend énormément de temps pour pouvoir lancer. Voilà. Voilà. Tenant Identifier Resolver. Schéma. Schema. Overline. Oui. Bon. Mettez un peu voir Buka voir. Buka que nous avons créé la fois passée. Mhm. Tu vois, malheureusement, avec Buka, ça marche plutôt bien. Tu vois. Ouais. Les schémas que nous avons créés manuellement l'autre jour marchent plutôt bien. Voilà, Mais Buka qui avec les marche. nouveaux qu'on vient de créer, ça ne marche pas. Et avec les nouveaux qu'on vient de créer, il se peut que, regardez un peu voir ce qui est dans l'ancien. Et j'ai ainsi, dans Buka, oui, on avait non email. D'accord, on avait non email. Maintenant, dans le nouveau, qu'est-ce qu'on a? On a non city. Ça peut même pas marcher d'abord. Donc, tu vois qu'il y a une différence, non? Oh, Oui, ici, là, oui, les attributs. oui, voilà, les attributs font problème. Donc, je vais venir là. Je veux dire que ici, je vais mettre city. City. Maintenant, dès que vous sauvegardez, ça va me demander de le modifier un peu de partout. Est-ce que j'avais défini les choses à la main? Non. Maintenant, je reviens là. Est-ce que le truc a rechargé seul? Oui. Oui. Et j'ai ainsi commencé à dire qu'il y a un problème à quelque part au niveau du contrôleur. Et c'est ce que je veux. Je veux voir là où il y a les erreurs pour les corriger une fois pour toutes. Ici, là, c'est get city. Set city. 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 Voilà. C'est bon. Il va encore recharger. Et dans ton truc, c'est dans le truc, les tables créées par le truc, par, La table créée par... par le truc, je appelle ça comment encore là? La migration là. Oui, c'est City, non? Ah, ça, C'était City. cité. Oui. Parce Ah, que ok. les anciennes tables que nous avons créées, là, comme on était pressé, on avait utilisé email. Peut-être si tu dans Global, tu viens dans l'agence et tu vas voir que c'est email, tu vois. Mais dans Mhm. ceux qu'on vient de créer, donc, je devais toujours continuer avec email, mais j'ai oublié, j'ai laissé City. J'ai toujours Ok. mis City. C'est ça qui pose problème. Donc, si ça pose problème, ils sont obligés de venir changer et faire des choses nouvelles. Bon, hum, espérons. Et j'ai plutôt lancé Kubernetes. Je n'ai rien à faire avec lui aujourd'hui. Thunder Client, cancel. Maintenant, je reviens là. Au lieu de récupérer, je vais faire scène. Pourquoi il me dit toujours ça? Column City. Column City dans notre exit position. Bon, apparemment, c'est comme s'il n'a pas rechargé. Je vais couper mon serveur et relancer encore. Ouais, c'est ce que je voulais te dire. Tu relances un peu le serveur à zéro, puisque tu as changé des noms, non? Là-bas, je Oui. pense. Bon, je me suis dit qu'avec le road reload que j'ai activé là dans le DevTool, ça Ah, ça devait le relance prendre quoi? automatique. Oui, ça devait prendre ça automatiquement. Donc, ça va charger.
Et les éléments qu'on va bien voir ici au niveau de la formation aussi. Un peu comme Mhm. les pull connection, les time out connection. Ouais, j'ai un peu lu même les pull connection là aujourd'hui. Oui. Ah bon, hein? Oui, avant d'aller au travail là, je ne sais pas ce qu'il faisait. J'ai lu, Il dit je toujours suis que tombé sur le truc de pull connection là. bon, le tout ci, qu'est-ce qu'il dit maintenant? City name. C'est très simple. Revenons seulement dans les fichiers là. Ou bien dans la table. Bon. Euh, Tout est clair. C'est juste, il faut juste changer un truc. Ce sont les modifications qu'on a fait. hmm, le truc, c'est que. Ah, Buka. Ça pourrait bien marcher. Buka email. Non, Buka email comment? Comme ici, là, on devait plutôt mettre schéma overline. Tu vois? Oui, si tu passes Buka, Buka n'a pas les mêmes attributs. Exactement. Oui, Et on ne veut plus utiliser Buka. On ne veut plus oui. utiliser email. On veut utiliser City, non? Effectivement, c'est ce qui est que Buka email, donc ça ne pourrait pas marcher. Voilà, voilà, exactement. Je crois que c'était schema underscore overline. C'est bon? Mhm. Voilà. Il dit Voilà. qu'il n'y a pas d'agence actuellement créée dans Overline. Ça veut dire que le multi-tenancy, là, ça fait comme si ça veut marcher. Maintenant, ajouter les éléments. Le nom de l'agence, on va dire agence des droits là. Tu vois un peu? Ou bien Overline. On laisse Overline comme ça, juste Alors, comme c'est ça. la table qui a été créée par la migration, non? Tu dis? Oui, 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 c'est la table Ah, agence. Non, on veut créer les oui. agences maintenant. Mhm. Oui. Maintenant, ici, là, on a City, non? Mhm. Oui, dans City, on va dire que le tout ici, on travaille avec Douala. Ça, c'est l'agence des Douala. Mais j'aime écrire ça comme ça. Voilà. Cette table a été créée par la migration, non? Exactement. Voilà, ok. Parce que je veux me rassurer. Parce Oui. que c'est que tu m'as expliqué ça plus haut là-bas. Mhm. Je lance la Mhm. création. Voilà ça. L'agence de voyage a été créée. Voilà. Créons Mhm. l'agence de Yaoundé. Yaoundé. On crée maintenant l'agence de Chank. DCH. Voilà. Maintenant, venons au niveau du head aussi. On change overline. On met quoi? On met Phoenix, non? Ou bien, Mhm. oui, ou bien on met Trésor. On a travaillé Trésor. On met Trésor. Tu vois? On revient au niveau du body. Parce qu'à tout moment, il faut toujours préciser quel tenant est-ce que tu utilises. Mhm. On revient au niveau du body. On va demander que ça, c'est Trésor. Ton partage est parti. Attends, Ah oui, mon partage est parti. Je vous l'ai dit. Voilà. Je mets Trésor là. Tiens. Je lance la requête. Voilà, voilà Trésor qui a été créé. Maintenant, je mets Trésor, voilà. Je lance, voilà Trésor, voilà. Maintenant, je vais maintenant récupérer les agences des trésors uniquement. Tu vois? Quand je fais un get, ça veut dire que ça va récupérer la liste de mes agences, non? Parce que c'est un get all. Tout ce que j'ai à faire, c'est quoi? Je mets juste le schéma de celui que je veux récupérer. Donc, j'ai fait la requête en tant qu'un employé des trésors. Il fait send. Ça me retourne quoi? Agence, tu vois ici, name, trésor, non? Nom de l'agence, trésor, Douala, trésor, Tchan. Maintenant, je vais récupérer les agences. Il y avait Overland et il y avait Finex. Sur Finex, on n'avait rien mis, non? Mais c'est Finex. Attends, il y a encore l'autographe. C'était. Oui. Non, Finex comme ceci là. Voilà. En bas, Finex que on avait mis. J'ai dit scène. C'est vide parce qu'on n'a rien créé pour Finex. Maintenant, mettons maintenant ici là, Overline. Overline. On lance. Ça nous affiche trois agences. Et on avait vraiment créé trois agences. Là, est-ce que tu peux me dire si le multi-tenant marche ou pas? Oui. D'abord, c'est que tu vois, ça marche ou ça ne marche pas. Voilà, ça marche. Si on vient donc dans les schémas,
Donc maintenant, attaquer les schémas personnellement. On vient, nous avons Phoenix. Tu vois, si je tape là, bon, ça c'est pour écrire le code SQL. Si je viens sur Phoenix, je viens au niveau de la table de Phoenix, agent ici, et tape là, tu vas voir que au niveau de Phoenix, on n'a rien. Je ferme Phoenix, je viens au niveau de Overline. Je tape sur la table, et j'ai ici, tu vois qu'on a 3 agences qu'on a créées au niveau des Overline. Maintenant, je viens au niveau du schéma Trésor et tape sur, tu vois, on a 2 agences. Ça veut dire quoi? Quelles que soient les données que je veux faire, tout ce que je dois faire, c'est de préciser quel schéma est-ce que je suis en train de vouloir utiliser. Si je ne précise pas de schéma, ça part au niveau du schéma public une fois. Donc, c'est un peu ça, le multi-tenancy basé sur les schémas. Donc, pour le discriminant, nous allons voir directement au niveau du projet, le discriminator. Bon, est-ce que tu as des questions? Non, moi, je pense que c'est bon. Voilà. J'ai compris. Demain, en faisant encore ça, c'est pour mettre tout ce que tu as fait là, j'ai quand même compris. Au fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est le résumé de tout ce que nous avons déjà eu à faire. C'est clair. C'est clair. Donc tu es là depuis le boss. Big Boss. Ah non, je ne savais pas, parce que tu es resté aussi calme. Je me suis dit que bon, tu as ta partie, que tu avais les choses à faire à 23h. Qui sait? Ah, bon, aujourd'hui, c'est là. Kamtel ne m'a pas trop apporté la ruse aujourd'hui, là. Donc, je suis un peu posé avec Kamtel aujourd'hui. Mhm. Donc, David, c'est un peu ça le multi-tenant. Donc, tu as pu vivre en live un peu comment les choses se passent, comment est-ce que on conçoit un SaaS. Parce que demain, je vais installer, je dois refaire tout ça. Et demain, j'ai envie d'installer la version Ultimate là, comme je te disais là. Ah ouais, ouais. Et installer aussi les plugins pour les bases de données là. Donc, David, ça signifie donc que euh, demain, quand tu vas travailler avec tes gars des licences 3 ou bien des Master 1, quand tu vas parler des SaaS avec eux, tu vas leur dire que le SaaS, ce n'est pas mettre que on filtre en fonction du pays, en fonction peut-être du recteur, on filtre en fonction. Non. Le SaaS, il y a les plusieurs niveaux d'isolation. Donc, en réalité, les étudiants connaissent beaucoup plus le discriminator, donc filtrer en fonction d'un champ qui est au niveau de la colonne, donc qui est au niveau du host, de la ligne, autant pour moi, qui est au niveau de la ligne. Donc, ça veut dire que tu vas lui dire qu'il y a encore 2 autres niveaux qui sont plus intéressants. Séparation par schéma et séparation par base des données. Oui.